Merci beaucoup pour ces trois présentations extrêmement concises sur un sujet très proche et pour lequel je propose qu'on puisse prendre un petit peu de temps déjà pour aborder les questions qui ont été posées. Axel nous a déjà donné, je pense, beaucoup de points de réponse sur ce qui est faisable, ce qui est difficile, en particulier la légitimité du tirage au sort. On voit bien que cette question, que je suis sûre Cynthia reprendra dans son commentaire final, sera un point extrêmement important. Elle était abordée précédemment par l'une des intervenantes de la précédente session sur la légitimité du tirage au sort. Et donc, je trouve que c'est peut-être un moment où on peut essayer de réfléchir sur la base de ces trois premières présentations aux enjeux finalement de la mise en œuvre sur le terrain, avec les difficultés que l'on connaît et qui ont été exposées par vous trois, à des stades finalement un petit peu différents de développement de l'expérimentation. Vraiment une grosse expérience dans le FEJ, un travail qui est en cours à la CNAM, un travail qui est en démarrage, si j'ai bien compris, pour les territoires de santé. Donc, j'aimerais vous amener à réagir peut-être sur certaines des questions qui ont été posées. Je ne sais pas si l'un de vous trois veut réagir sur ce sujet. Oui, moi je peux juste renchérir sur ce qui a été dit sur l'acceptabilité ou la légitimité, mais moi là je vais parler plutôt d'acceptabilité du tirage au sort, parce qu'on avait été confronté à cette difficile acceptabilité du tirage au sort par des institutions. Notamment, on avait, avec Florence qui est dans la salle, on avait cherché à convaincre des caisses primaires d'assurance maladie d'effectuer ce type de tirage au sort, et on a été confronté à des très 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 fortes résistances, voire à des hostilités. Et donc, quand souvent dans nos sites d'expérimentation, il faut une adhésion des personnes qui sont sur le terrain, des institutions, des personnes sur le terrain, c'est un gros obstacle au tirage au sort, mais ça, c'est une réalité forte, c'est sûr. Alors, justement, moi, comme c'est Pam qui tire au sort, je vais vous dire comment on a procédé. Parce que pour la deuxième partie, pour quand on va essayer de faire une analyse un petit peu plus robuste à plus long terme, en fait, nous, on s'est posé la question de se dire, nous, c'était pas tant, la réticence, c'était un problème éthique, c'est de dire à qui on propose si ce service. Là, jusqu'à présent, on était sur une logique, les premiers qui arrivent, parce que sur les lobalgiques, on pourra pas prendre tout le monde, sinon on sera embolisé complètement, mais on disait, on en prend 30. Et au début, c'était comment on va les choisir, par rapport au flux qui arrive. Et donc finalement, là, on en a discuté beaucoup avec. En fait, on a impliqué, au moment où on a construit cette méthodologie, on a impliqué les personnes les conseillers qui risques professionnels, les personnes qui vont être chargées de ce tirage au sort. On leur a posé la question, on a réfléchi avec eux. Donc déjà, je pense que de faire rentrer les gens dans la dynamique d'évaluation, c'est le meilleur moyen déjà aussi de leur faire comprendre l'intérêt de ce tirage au sort. Et en fait, on a trouvé un truc tout simple, c'est qu'on fait le tirage au sort avant de proposer évidemment le service aux personnes. C'est-à-dire qu'on aura une population d'éligibles. Nous, on a un ciblage des patients potentiellement susceptibles de bénéficier de ce service. On fait un tirage au sort à ce moment-là, et c'est aux gens qui sont tirés au sort, à qui on propose alors on en tirera un peu plus, parce que je vous dis, on est sur un taux d'acceptation de 45%. On va voir si on l'améliore, si on améliore notre ciblage aussi, parce plus ça va, plus on améliore aussi le ciblage. Je vous dis, on a fait évoluer la méthodologie au fur et à mesure, mais l'idée, c'est qu'on va le faire après. Donc les gens n'auront pas l'impression, on leur dira pas, est-ce que ça vous dit de faire ça? Ah ben non, vous n'êtes pas tiré au sort, vous n'avez pas le droit d'en profiter. Donc ça ne paraissait pas acceptable. Donc on le fait en amont. Oui, juste quelques mots sur l'acceptabilité du tirage au sort. Quand même, l'expérience du fonds d'expérimentation, et avant de rejoindre le fonds d'expérimentation, je faisais partie en fait d'équipe d'évaluation au sein de l'école d'économie de Paris. Il y a vraiment un travail de pédagogie qui peut être fait, et quand on le fait, en général, ça marche. On a toujours évidemment, 5%, 10% de réticents. Mais quand on fait ce travail, quand on explique finalement pourquoi on fait tout ça, quel est l'intérêt, quand on rassure aussi les acteurs, je pense à la collecte de données qui peuvent être parfois sensibles, quand on déploie des protocoles d'anonymisation par exemple, alors, ça complique beaucoup les choses pour les équipes de recherche, mais ça peut aussi lever certaines réticences du terrain. Donc quand on fait tout ce travail, mais ce travail, ça implique aussi des ressources humaines, ça implique beaucoup d'argent, c'est coûteux, mais quand on fait tout ça, et on sait pourquoi on le fait, parce qu'à la fin on veut pouvoir avoir des résultats fiables et solides,
ça fonctionne assez bien. C'est-à-dire quand on explique aux gens, ils comprennent en général, et on a toujours un petit pourcentage de réticents, mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur ce sujet, Robert? Ou d'autres sujets, bien évidemment, pour les 3 interventions principales. Oui, merci pour ces interventions qui étaient intéressantes, qui montrent bien que faire des études en vie réelle, c'est 1000 fois plus compliqué que faire un essai randomisé. Alors, je n'ai pas très bien compris parmi les 3 intervenants. J'ai cru comprendre qu'il y en avait 2 qui procédaient à une randomisation et une expérimentation dans le cadre de laquelle c'était plus un appariement. Voilà. Donc, et puis, il y a le problème de temps. Le problème de temps qui est quand même un problème fondamental. Donc, et la hiérarchisation des indicateurs et définir le plan d'analyse a priori. Alors, le problème de temps, ça veut dire qu'il faut commencer en mettant en œuvre des indicateurs très diversifiés, mais au regard desquels on ne fera pas la véritable analyse de causalité, parce que vous n'avez pas parlé de ça. Et c'est pourtant au cœur du problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut lier directement les résultats obtenus à l'expérimentation ou aux interventions qui ont été mises en place, ou est-ce que ces résultats s'expliquent par d'autres phénomènes qu'on n'arrive pas à maîtriser? Et ça, c'est... on dépasse l'efficacité en vie réelle. C'est pas simplement une étude descriptive, c'est pas simplement une étude normative, hein, avec des objectifs à atteindre. C'est pas une histoire administrative, hein. C'est une évaluation d'un différentiel de résultats par rapport à une situation de référence, ce qui est très différent. Et donc, ces 3 types d'études en France sont quand même largement confondus, surtout par les administratifs. Hein, c'est-à-dire, on fait de la description. Bon, on ne sait pas expliquer ce qu'on a obtenu, bien évidemment. 2, on a des normes de référence. Et on juge au regard du degré de réalisation de la norme de référence, ce qui est une démarche qui n'est pas tellement scientifique, puisqu'on on cherche à vérifier si les promesses sont tenues et non pas si le résultat a été obtenu. Et puis, il y a véritablement l'étude comparative. Donc, effectivement, je dirais que... Alors, bon, et je m'arrêterai là. Hein, je dirais quand même qu'il y a des travaux qui ont été faits dans le cadre de la World Bank dont on pourrait s'inspirer. Il y a des travaux français, Pauline Givors, etc., sur les travaux en vie réelle qui sont tout à fait contemporains. Donc, on a la méthodologie pour faire ça. On n'a pas l'argent et on n'a pas les moyens de s'assurer de la qualité de la collecte de l'information. C'est-à-dire, le grand problème, c'est qu'on n'a pas de tech, on n'a pas d'arc, ou très peu. Merci. Oui, juste, je réponds très brièvement. Effectivement, on a pour ambition, en tous les cas dans le projet dont je parle aujourd'hui, on a pour ambition d'aller plus loin qu'une appréciation normative ou d'effectivité. Hein. Donc la construction des territoires témoins est bien là pour essayer d'aller un peu plus vers la causalité. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il est effectivement dans ce type d'expérimentation, les facteurs en jeu sont multiples, il y a une grande complexité. Donc parler de causalité simple, c'est pas possible. Mais en tous les cas, ça va nous permettre d'interpréter un peu plus avant l'effet de ces expérimentations. Mais sachant qu'on aura aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un regard de terrain, un regard proche des acteurs pour essayer de ne pas dire des bêtises sur nos résultats quantitatifs. Donc, mais il est évident que le niveau de preuve n'est pas un niveau de preuve, ne sera jamais un niveau de preuve d'un essai randomisé, surtout pour ce type d'intervention extrêmement complexe.
Oui, et juste aussi pour compléter, parce que ça a été un débat. Enfin, faut pas croire que c'est quelque chose que nous avons longuement débattu avec Lise sur le sujet. Donc après, vous avez dit, on n'a pas forcément les moyens. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut aussi concilier. Enfin, c'est déjà pas si simple. Moi, j'ai toujours beaucoup défendu le principe d'évaluation de l'action publique, des expérimentations dès qu'on les monte. Et je l'ai déjà fait sur plusieurs projets, mais c'est pas une habitude de l'administration, très honnêtement. Donc c'est quelque chose qu'il faut ancrer déjà dans les habitudes. C'est pas si simple. Donc après, effectivement, on peut aller raffiner. Et puis nous, on a des énormes débats sur on a des petits effectifs. Enfin, donc on a des problèmes méthodologiques quand vous voulez faire des analyses de causalité correctes et robustes, parce qu'on est là, je vous dis, on est sur 200 personnes sur un an. Enfin, on n'est pas sur des gros échantillons. Quand vous allez faire des appareillements, c'est compliqué. Donc du coup, il y avait aussi des questions de faisabilité aussi des méthodes qui étaient mises à notre disposition. Donc il y a les moyens et aussi après la faisabilité réelle, même si on aurait, dans l'hypothèse où on aurait tous les moyens possibles pour arriver à un résultat idéal. Mais c'est déjà pas mal de les lancer. Ça fait partie de la pédagogie dont on parlait. Voilà. Martin ? Je voudrais rebondir sur la question de l'acceptabilité des méthodes randomisées. Je partage ce que Axel Charpentier disait sur on peut le rendre acceptable par les acteurs de terrain. On peut même avoir des trucs assez marrants. Moi, je me souviens, sur une autre expérimentation du fonds d'expérimentation jeunesse, d'avoir un chercheur face à des responsables de missions locales, et le chercheur disant « Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de publier dans une revue qui est lue par 100 personnes dans le monde. » Les autres disant « Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est sauver les jeunes, etc. » Et du coup, ils sont tellement engueulés que ça a super bien marché et qu'ils sont très bien entendus. Donc, l'acceptabilité par les acteurs locaux, on peut l'obtenir avec 2 moyens, me semble-t-il, d'après mon expérience. Il y en a un qui est vrai, mais un peu chantage, qui consiste à leur dire, si vous ne participez pas à une vraie expérimentation qui va vous valider et vous apporter des preuves, vous n'aurez jamais de financement pour un programme de ce type, et donc vous n'aurez jamais de sous. Voilà. C'est un peu violent, mais c'est quand même relativement vrai. Et le deuxième moyen plus sympathique, c'est celui que vous disiez, c'est-à-dire d'en faire des co-acteurs. C'est-à-dire, ils peuvent éventuellement co-signer les publications, etc., être co-acteurs et co-designers du programme. Et là, on rentre dans quelque chose qui est plus intéressant et qui est en rupture avec la manière dont on traite en général les acteurs sociaux. En revanche, celles et ceux pour lesquels on essuie des échecs quasiment permanents, c'est de convaincre le niveau au-dessus. Alors, dans l'administration, Marine Jantet est une exception qui confirme des règles, mais convaincre, il y a très peu de directeurs de ministères qui croient à cela, il y a très peu de maires, il y a très peu de présidents de conseils généraux, de présidents de conseils régionaux, il y a très peu de parlementaires et il y a très peu de ministres. Alors, pour des raisons, d'abord, la vie est compliquée, vous n'allez pas en rajouter. Les élections, c'est bientôt, vous n'allez pas me faire un programme pour dans 3 ans si les élections sont dans 2 ans. Et puis, d'un manque de culture scientifique, en fait, les responsables ne lisent pas d'articles scientifiques. Très peu. Et du coup, cette approche qu'on ne trouve pas dans d'autres pays, me semble-t-il, dans lesquels on trouve, si ce n'est dans les entourages, il y a des gens qui ont, au moins dans les entourages, des gens qui ont fait des thèses de philo, d'économie, de ceci et de cela, ce qui est très peu marqué en France. Et du coup, c'est un frein absolument considérable à la possibilité de faire se déployer ce genre d'initiatives qui pourtant sont juste salutaires. Donc au moment où on cherche à réduire les dépenses publiques, etc., et donc à bien utiliser les euros dont on dispose, on se prive de l'impulsion du haut de pouvoir le faire. Et puis ils ont peur des résultats. Ah oui, bien sûr. Oui. Parce qu'on ne peut pas toujours les bidouiller comme on veut. Voilà, ils ont peur des résultats, c'est ça que je disais. On n'a pas toujours envie d'entendre. Voilà. On ne peut pas toujours les bidouiller comme on veut. Voilà. Ouais. Mais pour moi, cette discussion est particulièrement importante puisque c'est vrai que la chaire que Martin a souhaité créer avec Pierre-Yves, elle a justement pour objectif de permettre ce rapprochement et de permettre aux économistes de comprendre que les plus belles méthodes ne donneront rien d'autre que ce que sur le terrain on pourra effectivement développer. Et c'est quand même une condition nécessaire importante et qu'il ne faut pas oublier. Et à l'inverse, arriver à donner le goût à ceux qui potentiellement peuvent le porter jusqu'en haut
y compris jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale et des députés. Mais là, il y a un énorme travail de pédagogie. Je reviens sur ce que disait Axel. Il y a vraiment, en France, tout particulièrement, un gros travail de pédagogie qui peut être lié, comme tu le disais, au fait qu'il y a peu de travaux scientifiques qui sont lus avec la recherche de la causalité, qui est quand même le Graal des scientifiques. Et je pense que c'est de ce fait vraiment un travail qui a une valeur exemplaire. Et je remercie tout particulièrement Axel de nous avoir parlé finalement d'un des cas qui n'a pas nécessairement marché, mais on voit bien aussi tous les enjeux qu'il y avait à définir une expérimentation dans un cadre aussi compliqué que celui-là. Il me semblait que c'était doublement intéressant pour nous d'entendre ce cas. D'une part, parce que quand on est en santé, on a tendance à penser qu'en santé, on ne peut pas le faire. On peut le faire partout ailleurs, sauf en santé. Et donc, penser qu'on peut le faire dans le cadre que tu as évoqué montre bien qu'a fortiori, on doit y compris pouvoir le faire en santé, et qu'on apprend beaucoup d'une situation dans laquelle les acteurs se rendent compte qu'ils n'ont pas obtenu finalement la validation par le manque de randomisation. On apprend peut-être encore plus à ne pas avoir fait l'expérimentation qu'à l'avoir réussi. Et donc, c'était ces deux points-là qui, pour moi, étaient extrêmement importants dans la discussion qu'on a eu le plaisir d'avoir un soir chez Marc Gurgan, qu'on remercie, et qui a fait que, voilà, nous avons eu le plaisir de la présentation d'Axel, qui amène aussi, je pense, outre un lien très fort avec la vie précédente de Martin, je pense aussi tout l'intérêt de travailler de manière décloisonnée entre les domaines d'application, pas seulement en santé, mais dans d'autres domaines où je pense qu'on peut apprendre beaucoup. Et donc, je remercie vraiment Axel, mais Marine aussi, pour ce portage incroyable d'un projet impossible. Un jour à la fois. Et donc, je pense que pour Jérôme, ce sera aussi quelque chose qui, pour nous, sera très important à suivre, parce que c'est une des plus grosses expérimentations, ou en tout cas, évaluation en bonne et due forme, quand bien même elle n'a pas été pensée préalablement, mais cette très grande diversité de situations, de territoires doit permettre de compenser en partie. Et c'est bien ça l'idée du Big Data, que d'avoir cette comparabilité sur un nombre de territoires importants. Et je pense que ce sera, lorsque ce sera terminé, une des plus grosses expérimentations ou évaluations d'intervention, on va dire, que l'on ait pu connaître dans les années récentes, avec des moyens conséquents à la clé. Et donc on est quand même sur un portage très fort d'une évaluation dont on attendra bien sûr avec beaucoup d'intérêt les résultats. Alors, avant de passer peut-être aux autres présentations, je ne sais pas si ce sujet qui était en lien avec la précédente table ronde sur la randomisation, et dont je m'inquiétais beaucoup qu'il ne marche pas, puisque j'avais mal compris, comme vous l'aurez compris, le précédent intervenant. Donc on voit toute l'importance qu'a aujourd'hui la randomisation. Sur ce sujet, y a-t-il d'autres remarques dans la salle? Deux, formidables. Alors Jean-Claude, Brigitte et ensuite Alberto. Alors je voudrais faire une remarque très rapide, et je pense que c'est plutôt Cynthia Fleury qui répondra dans le cadre de sa présentation. J'étais un peu surpris, Madame Jantet, quand vous disiez que, d'une certaine manière, il est plus acceptable de faire une randomisation sans en informer les personnes qui vont bénéficier ou ne pas bénéficier de l'expérimentation, par rapport au fait de leur demander, parce que finalement, on a beaucoup opposé vie réelle et études cliniques. Moi, j'observe, alors pour venir d'un champ qui est l'oncologie pédiatrique, qu'une étude clinique est faite en vie réelle, c'est-à-dire on demande à des familles réelles si elles souhaitent participer à une expérimentation, et on leur dit bien qu'elles pourront avoir accès aux médicaments, aux nouveaux médicaments, à l'intervention, ou ne pas y avoir accès sur la base d'un tirage au sort. Donc c'était simplement pour... Oui, mais en général, ils ont un placebo. Ils ne savent pas s'ils ne l'ont pas. Ah non, certainement pas. Par exemple, en oncologie, heureusement, ils n'ont pas un placebo. Ils ont le traitement standard, ce qui est le cas en sciences sociales. Mais ils le savent. Pas toujours. Ah, Parce qu'il y a des fois, oui, ça dépend quel est le... Parce que là, nous, on a voilà, alors ça, c'est un autre enjeu, mais c'est plus un enjeu d'information et de consentement et d'acceptabilité de la randomisation. Ouais. C'est un autre enjeu, par exemple, dans le cadre des essais sur des interventions chirurgicales, où là, effectivement, on ne peut pas appliquer l'aveugle. Là, on pouvait pas, nous, on n'a pas d'aveugle, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre chose à leur proposer. Donc, il y a un sujet, vous dites à quelqu'un, vous le convoquez, parce que vous l'appelez chez lui, il est encore à l'hôpital. C'est pas très simple de lui dire, non, est-ce que vous avez exploré ? Non, finalement,
finalement, vous n'êtes pas éligible, enfin, vous êtes éligible, mais vous n'êtes pas tiré au sort. Enfin, en tout cas, pour les personnels des caisses, pour le coup, c'était impossible à mettre en œuvre. Oui. Mais Enfin, voilà, ça c'est... Après, parce que les médecins, on a une habitude, nous, déjà, des essais cliniques, déjà un petit peu... Il y a eu déjà des communications, mais là, honnêtement, on part dans ce genre de secteur, on part de rien. Donc, il faut peut-être y réfléchir, je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, nous, c'était une des conditions pour que ce soit acceptable par les personnels. Sinon, ils n'arrivaient pas à le gérer. Voilà, mais après, voilà, je suis d'accord que c'est une discussion mais déjà l'argument a légèrement évolué. Je trouve que c'est intéressant, en fait, en tout cas, de ne pas poser la question de la randomisation dans le domaine des interventions psychosociales pour aller très rapidement, sans poser cette question justement de la formation et de la volonté finalement des participants à participer à l'effort de produire des connaissances à travers la recherche. Moi, j'avais une question en fait très, très pratique à poser en rapport avec la difficile acceptabilité pour les politiques des expérimentations. C'est en fait quel est le coût des 3 études dont nous venons de parler, parce que je crois qu'une importante dimension de toutes ces affaires-là, c'est qu'on change vraiment d'échelle en matière de coût des études en SHS, en sciences humaines et sociales. Et que là, il y a quelque chose, il y a une étude qui, pour les économistes, est toujours une référence en assurance maladie, qui est une étude faite au début des années 80 aux États-Unis, pour la RAND, qui était regarder l'impact du taux de couverture sur le recours aux soins des individus. Et tout le monde pense qu'elle est extrêmement éclairante. Elle n'a jamais été reproduite, même pas aux États-Unis. Parce qu'il y avait plusieurs, je crois, centaines de millions de dollars en jeu dans cette expérimentation. Donc c'est vrai que je pense c'est intéressant de savoir... moi, j'aimerais, si c'était possible, d'avoir une idée du coût. Alors c'est un coût financier et un coût logistique aussi qui est à la clé. Voilà. Donc, et je voulais dire sur ce que vous disiez sur les aspects politiques, je change un peu de sujet, mais il y a beaucoup d'expérimentations en France où la décision a été prise avant qu'on ait le résultat de l'expérimentation. Soit parce qu'on savait le résultat qui arrivait, donc le politique voulait surtout prendre la décision avant qu'on ait le résultat, ou il ne pouvait pas attendre. Ou une décision qui continue à être prise contre les résultats de l'expérimentation. Non, oui. Oui, alors, je vais être complètement transparent, il n'y a pas raison, c'est du domaine public. Non, mais je vais te donner les chiffres tout de suite, mais ce qui est remarquable, c'est que Comment ? Je sais, je ne le dirai pas à la fin. Non, mais si, je le dirai. Non, mais juste simplement pour dire que c'est vrai que moi, je suis arrivé cette évaluation d'expérimentation, elle a été financée par un PREPS. Donc un PREPS, vous savez, c'est un appel d'offres auprès de la DGOS où les montants sont des montants importants, puisque le montant là, de l'évaluation est de 1,5 million. Et donc c'est à peu près le niveau moyen de ces appels d'offres. Voilà, de ces appels d'offres, c'est peut-être un peu au-dessus, mais c'est guère au-dessus. Donc c'est assez courant dans le ministère de la Santé de financer des projets de ce montant-là. Parce qu'on n'est pas très loin, des financements de la recherche clinique, tout simplement. C'est qu'on est à proximité, et c'est simplement des ordres de grandeur qui sont acceptables parce qu'en fait, on est tout proche de la recherche clinique. Et donc, c'est ce qui explique l'acceptabilité comme ça que je l'interprète. Là, je n'engage que moi, évidemment. C'est ce qui explique, à mon sens, le fait qu'on puisse avoir des financements sur des expérimentations d'intervention qui sont des interventions de politique, essentiellement, d'organisation des soins. C'est parce qu'on est à proximité du monde médical où les sommes ne sont pas les mêmes qu'en sciences sociales. Oui, moi sur le coût des évaluations, je ne vais pas vous sortir évidemment la comptabilité du fonds d'expérimentation, mais on peut comparer par exemple le coût d'une évaluation qualitative qu'on a pu soutenir dans le cadre du fonds d'expérimentation. En l'occurrence, le nombre d'expérimentations randomisées au niveau du FEJ, c'est un peu moins de 20% de l'ensemble des projets. Donc on peut, comme ça, sur 700 projets, un peu comparer le coût des évaluations qualitatives et le coût des évaluations quantitatives. La différence, en fait, c'est que les évaluations qualitatives, elles sont souvent menées par des cabinets de consultants,
parce que en l'occurrence, on arrive très peu à mobiliser des chercheurs sociologues, par exemple, sur des évaluations d'impact avec des protocoles qualitatifs, alors que dans le cadre des évaluations quantitatives, on a plutôt des équipes universitaires, donc des acteurs vraiment différents qui se positionnent sur ces marchés d'évaluation. Quand on regarde en fait le coût d'une évaluation rapporté au nombre de jeunes qui sont enquêtés, quand on regarde donc les protocoles randomisés par exemple, ça coûte vachement moins cher en fait qu'une évaluation qualitative qui va interroger beaucoup moins de jeunes, mais où par exemple on va payer du temps consultant sur le projet. Sur la question du coût, quand on mène les évaluations randomisées, dans le cadre des expérimentations avec les jeunes sous main de justice, donc les protocoles n'ont pas marché. Au-delà de la question du tirage au sort, c'était très très difficile de suivre les jeunes après la sortie de prison. Ils n'avaient pas forcément envie de répondre aux enquêtes des évaluateurs, mais néanmoins dans le cadre d'évaluations randomisées qui ont fonctionné, il y a quand même un coût effectivement en termes de main-d'œuvre pour aller identifier les jeunes de la population expérimentale, parfois aller toquer à la porte pour leur faire répondre à un questionnaire quand ils l'ont pas fait spontanément. Par téléphone par exemple. Donc la question à mon avis que ça pose, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser peut-être, essayer de croiser en fait des données administratives quand elles existent. Par exemple sur la question des jeunes sous main de justice, alors c'est évident qu'on peut pas évaluer les projets à l'aune de seuls critères comme par exemple le fait d'être condamné ou pas, qu'il y a probablement d'autres choses qui méritent d'être mesurées quand on veut mesurer l'effet de ces programmes, mais quand on a des données administratives, essayer en fait dans la mesure du possible de croiser les données. Donc ça implique d'avoir des données administratives avec un identifiant qui permet de faire l'appariement avec la base de la population expérimentale. Voilà. Mais le coût de l'évaluation randomisée, il est quand même à la hauteur des enjeux pour les politiques publiques. Un argument convaincant. Absolument. Merci. Alberto, tu voulais poser une question ? Elle n'est pas directement liée aux deux questions qui ont été posées, mais c'était en fait sur le case management dans le cas des problèmes de dos, dans l'lombalgie. Dans le cas particulier, si j'ai bien compris, vous avez mis en place un traitement qui est fondé sur l'école du dos. D'accord ? Et donc, ma question, elle est la suivante. D'abord, elle est double. Premièrement, est-ce que les personnes qui ne faisaient pas partie, qui n'ont pas été choisies, ont aussi suivi ce type de traitement ou pas? Parce qu'à ce moment-là, la question est... Enfin, l'intérêt du case management en économie de la santé, c'est d'essayer de mettre en place des médecines fondées sur les preuves. Alors, si tout le monde est d'accord pour que l'école du dos soit celle qui doit être appliquée en problème de lombalgie, c'est plutôt une question d'assurance sociale générale et pas tellement uniquement pour les cas d'accident maladie qu'il faut la mettre en place. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on compare si les traitements ne sont pas les mêmes? Qu'est-ce qu'on compare? Alors, pour l'instant, on est encore en cours de montage de ce volet-là. On ne l'a pas encore totalement finalisé. En fait, on s'est énormément inspiré du modèle de Sherbrooke, que vous devez connaître, qui est un modèle, alors voilà, qui a été un modèle en fait qui a été testé à Sherbrooke au Québec sur la réinsertion de patients lombalgiques et qui est absolument extraordinaire en termes de succès, mais qui n'a marché pour l'instant qu'à Sherbrooke. Donc il y a un petit sujet qui est de trouver les motifs de reproductibilité du modèle. Voilà. Donc on est et en fait ce modèle-là, c'est pour ça eux ils avaient une proposition d'école du dos. Et après, surtout, et c'est moi j'y crois en fait plus qu'à l'école du dos, parce que j'ai pas terminé ma présentation. En fait, on est pour ces lombalgiques, on leur proposerait donc 6 semaines un cycle court d'école du dos et surtout une réinsertion très précoce. En fait, ce qui était le plus du modèle de Sherbrooke, et moi c'est surtout là-dessus que j'y crois, mais même globalement sur l'ensemble de notre projet CASE, je crois pas tellement à l'influence qu'on va avoir sur la partie réhabilitation médicale, mais plutôt sur la manière dont on anticipe la reprise du travail et le fait de parler très très précocement de travail à des gens qui ont eu un accident de travail grave, et on sait qu'on a des IJ toujours beaucoup plus longues que en maladie, parce qu'il y a un lien avec le travail compliqué quand vous avez eu un accident très grave. Et du coup, le modèle de Sherbrooke, c'est qu'ils ont une sorte de médiateur au sein des entreprises qui va très tôt négocier avec l'entrepreneur, avec les chefs d'entreprise et le médecin du travail, soit une adaptation de poste, et c'est avec parce qu'en plus le dos c'est
ruptures chroniques, ça s'aggrave, c'est des gens qui sont abîmés, multi-abîmés, qui sont voilà, en plus avec des salariés vieillissants, on va avoir de plus en plus de problèmes comme ça. Et donc nous, on est en train d'essayer de trouver les moyens concrets avec les SAMET, avec tout ce qui existe déjà sur le terrain, de trouver dans les 5 caisses d'expérimentatrices, surtout ces interlocuteurs-là. Alors effectivement, il n'est pas prévu que les gens témoins aient justement cette école du dos. Donc on va suivre, mais on est en train de construire le volet, il n'est pas encore lancé. Donc c'est encore une des complications qu'on rajoute à Lise et à son équipe, parce qu'à chaque fois on en rajoute des couches, parce qu'on pense à des choses nouvelles. Voilà. Et effectivement, il faudra, je ne suis pas du tout persuadée que l'école du dos, alors justement on est sur un débat avec les rééducateurs en disant est-ce que 6 semaines ça vaut le coup ou pas, et après il y aura un sujet de toute façon de financement, parce qu'on n'aura pas des écoles du dos comme ça disponibles pour tout le monde. Donc voilà, après ce sera de savoir, nous notre idée c'est aussi l'évaluation, elle doit aussi nous aider en aide à la décision sur moi je pense que ce service-là c'est un service premium qu'on pourra, je mets ma main à couper qu'on ne le généralisera pas pour tout le monde, parce que ça nous coûtera trop cher. Donc c'est de savoir, soit on le généralise sous un format dégradé, et sous quel format on verra, soit on le généralise pour des personnes encore plus ciblées et plus limitées. Voilà. Mais on verra bien, on rendez-vous dans quelques années avec l'évaluation. Effectivement, il faudra quelques années, et l'un des challenges pour l'évaluateur, c'est aussi effectivement la façon dont l'objet finalement se modifie au fur et à mesure qu'on essaie de le cerner, ce qui est une des difficultés de l'évaluation.